Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré aujourd'hui au développement d'un site web en utilisant le framework CakePHP. Donc dans ce tutoriel, ce que je vous propose d'apprendre à réaliser, c'est d'apprendre à réaliser un site relativement classique où on aura différents types de contenus. Donc on aura des pages qui permettront d'afficher un certain contenu et des articles. Donc les articles globalement ont les mêmes propriétés que les pages, sauf qu'on aura la possibilité de les lister de manière chronologique. Donc en plus de ça, donc ça c'est relativement simple, on n'aurait presque pas besoin de PHP, on va créer un système de back-office qui permette à un administrateur de gérer son contenu de manière totalement indépendante. C'est-à-dire que s'il veut ajouter une image ou modifier un texte, il va pouvoir le faire sans avoir à faire appel aux développeurs. Donc pour ce tutoriel, de quoi vous aurez besoin? Donc déjà, il faut que vous sachiez assez bien utiliser une base de données, créer des tables, comprendre les index. Il faut que vous sachiez aussi comment fonctionne CakePHP. Donc c'est pas forcément nécessaire. Si vous comprenez déjà bien le modèle MVC, vous serez en mesure de suivre ce tutoriel. Mais si vous avez déjà un petit peu testé CakePHP, c'est un plus. Donc si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder les autres tutoriels concernant CakePHP avant de commencer. Donc voilà, ceci étant dit, on est parti. Alors pour ce tutoriel, je vais utiliser la version 2.0 de CakePHP, donc c'est la version la plus récente actuellement. Donc c'est une version qui est en release candidate, j'en ai déjà parlé, mais globalement ça veut dire que la version finale n'aura pas de nouvelles fonctionnalités. Donc tout ce que je vous expliquerai dans ce tutoriel-là sera valable lorsque la version stable de CakePHP 2.0 sortira. Donc si vous êtes sur une version un peu plus ancienne, comme par exemple la 1.3 ou la 1.2, vous pourrez toujours suivre ce tutoriel pour comprendre la logique, mais certaines choses changent entre ces deux versions. Du coup, il faudra adapter votre code et connaître les différences. Donc voilà, si vous commencez sur un nouveau projet, je vous conseille de partir avec PHP 2.0. Donc, mon environnement est relativement simple. Je suis actuellement sur Windows, j'ai WAMP installé. Ce chemin pointe vers un dossier qui, pour le moment, contient seulement un fichier index.html et je suis prêt à travailler. Donc, la première chose à faire, c'est évidemment de télécharger le framework CakePHP. Donc, pour cela, vous vous rendez sur le site officiel et vous téléchargez la version 2.0. Donc c'est la version que l'on va utiliser. Donc vous cliquez sur 2.0 ou sur le lien qui sera valable au moment où vous verrez ce tutoriel là. Donc ça va peut-être changer entre temps. Donc là pour le moment moi ça me redirige vers GitHub. Donc je vais sur leur page GitHub, ça met un petit peu de temps. Voire un petit peu beaucoup. Et là vous allez prendre la version 2.0 Release Candidate 2. C'est la version la plus récente à l'heure à laquelle je parle. Donc ici je télécharge le zip. Et je vais le déplacer dans mon dossier de travail, tel quel. J'ouvre le zip, j'ai le dossier CakePHP et là, tous mes dossiers. Donc, je déplace tout ça dans mon dossier de travail. Donc rien qu'en faisant ça, normalement, et en supprimant le fichier index.html, vous devriez vous retrouver avec la page d'accueil de CakePHP. Voilà, donc maintenant si je réactualise ma page d'accueil, j'ai supprimé le fichier index.php et vous voyez bien que je me retrouve avec la page de configuration. Donc ici, je vais travailler sur Sublime Text 2, donc vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur ou n'importe quelle IDE que vous voulez, ça ne fera aucun changement. Donc là, moi je vais ouvrir tous ces dossiers-là, sauf évidemment les deux petits premiers fichiers, comme ça je suis prêt à travailler. Donc ici, tout de suite avant de commencer, on va toucher la configuration pour définir nos clés de sécurité. Donc ces clés sont définies dans config et ensuite dans core.php. Donc là, vous descendez et vous allez trouver deux caractères assez bizarres, voilà, c'est les clés de sécurité. Donc là, vous les changez. Alors moi, je vous conseille de taper tout à fait autre chose, mais là, histoire de gagner du temps, je vais juste déplacer une chaîne de caractères. Donc là, dès que vous actualisez, vous voyez que les changements ont bien été pris en compte. Donc voilà, là, il me faut maintenant créer ma base de données et mes tables. Donc je vais commencer par aller sur phpMyAdmin. Hop là, sans l'accent circonflexe. Et on est parti. Donc moi, j'ai déjà créé une base de données qui s'appelle tuto. Et dedans, je vais y mettre mes différentes tables. Donc pour le moment, j'aurai besoin de 3 tables. Une première table qui va me servir à stocker les contenus. Donc je vous ai dit, on a des pages et des posts. Mais vu que ça a à peu près les mêmes propriétés, on ne va pas trop se casser la tête, on va stocker ça dans une seule et même table. Donc cette table, on va l'appeler post. Voilà. Donc au niveau de la nomenclature des tables, prenez l'habitude de les écrire en anglais et au pluriel. Donc ça, c'est une nomenclature importante pour CakePHP et ça permet de ne pas avoir de problème par la suite. Donc ici, je l'appelle post et au niveau du nombre de colonnes, j'ai d'abord l'id. J'ai ensuite le titre de la page, je vais avoir le slug, on en reparlera tout à l'heure, le contenu et le type et la date de création. Donc au total, ça fait 6 champs, donc 6. Donc d'abord, j'ai l'id qui est un entier, qui a aucune valeur par défaut et qui est en auto-incrémente. Donc ici, je mets clé primaire auto-incrémente. Ensuite, on a le nom, le name.
le nom. Donc ici, pour le nom, en général, les titres des contenus, mettez toujours name. Ça sert pour les find list de CakePHP. Donc ça évite d'avoir à préciser des choses supplémentaires. Donc après, le mieux, c'est vraiment de respecter les conventions, de s'y coller, et comme ça, vous n'aurez pas de problème au niveau de la nomenclature, et vous n'aurez même pas à réfléchir comment j'ai organisé ma base de données. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de garder cette nomenclature-là. Donc ici, le nom de la page, ça sera aussi le titre, donc ça sera un varchar de 250 caractères. Donc ça, c'est pour éviter d'avoir des métatitles trop grandes. Ensuite, on a le slug. Donc le slug, c'est l'URL. C'est ce que vous voyez par exemple lorsque vous allez sur GraphicArt. Si vous allez sur un contenu particulier, ça, c'est le slug. En bref, c'est le petit bout de l'URL qui va permettre d'avoir un meilleur référencement. Donc ici, c'est la même chose un petit peu que le name. C'est un varchar de 250 caractères. Ensuite, on a le contenu. Donc on va mettre content. Et le contenu, il n'y a pas forcément de taille précise. Donc là, on met texte. Donc un texte, c'est beaucoup de caractères. Ensuite, on a directement notre type. Alors pour le type de contenu, on pourrait le mettre en enum. Donc enum, globalement, ça vous permet de définir les valeurs possibles. Donc là, par exemple, ça serait page ou post. Donc moi, je vais tout simplement mettre varchar ici, parce que j'imagine que par la suite, je pourrai ajouter dynamiquement de nouveaux types de contenu. Donc ça m'évitera d'avoir à changer la structure de la table. Donc ici, hop, je continue. Et cet élément est assez important, c'est-à-dire que je vais taper dessus, par exemple, pour filtrer seulement les pages ou seulement les articles. Donc du coup, je vais mettre un index et je vais mettre index. Donc ça va me permettre d'avoir des requêtes qui s'exécutent plus rapidement. Et après, j'ai besoin de connaître la date à laquelle a été créé l'article. Donc ici, je vais mettre created. Donc created, c'est tout simplement un champ qui va être auto-rempli par CakePHP et qui permettra de savoir la date de création de l'article et qui pourra être modifié par l'utilisateur, on verra ça plus tard. Donc ici, je mets datetime. Je suis content, je vais sauvegarder. Donc là, il me dit que j'ai un problème, j'ai oublié de mettre le nombre de caractères. Donc là, les types, ça sera les grands max, 15 caractères. Et je sauvegarde. Voilà, donc pour l'instant, c'est la seule table qu'on va utiliser. Au fur et à mesure, on reviendra dessus pour que vous voyez la logique derrière chaque création de table. Donc on est parti. Maintenant, j'ai cette table-là, mais il faut indiquer à mon framework comment se connecter à notre base de données. Donc pour cela, on a un fichier dans config qui s'appelle database.php.default. Donc ce fichier, vous le renommez et vous enlevez le .default. Voilà. Et ensuite, vous l'ouvrez et vous supprimez, vous modifiez les différentes informations. Donc déjà, moi je vais supprimer la deuxième configuration qui ne me sert pas. Et ici, je vais mettre mes infos. Donc le nom d'hôte, c'est bien localhost. Le login, c'est root. Il n'y a pas de mot de passe. Et le nom de ma base de données, c'était tuto. Donc là, vous adaptez suivant votre cas. Pas de préfixe et on utilise l'encodage UTF-8 pour ne pas avoir de problème au niveau de nos pages. Parce que toutes nos pages vont être en UTF-8. Voilà. Ensuite, de la même façon, je vais en profiter pour décommenter ce fichier-là aussi. J'enlève le default. Et ici, en fait, ça me permet d'avoir les différentes configurations pour l'envoi de mail. Donc là, je vais laisser ça par défaut et on reviendra dessus lorsqu'on créera des formulaires de contact, par exemple. Voilà, donc là, normalement, si vous avez fait les mêmes choses que moi, vous devriez avoir 4 messages en vert qui vous indiquent que tout est prêt à fonctionner. Donc on est parti. Donc la première chose à faire, c'est de faire le système qui permet d'afficher nos pages. Donc moi, au niveau des pages, ce que je vais faire, je vais directement insérer un faux contenu pour tester. Donc ici, je vais dans Insertion, hop, je vais sur ma table, puis je vais dans Insertion ou Insert si vous l'avez en anglais. Donc je ne mets pas l'idée, c'est un auto-increment. Le nom de ma page, ça va être ma première page. Le slug, ça sera ma-première-page. Donc les slugs n'ont pas d'accent, donc ici j'enlève l'accent et je le remplace par le E. Et le contenu, ça va être du contenu HTML, ici mon premier contenu. Hop. Donc ensuite le type, ça sera page. Et la date de création, hop, sur PHPMyAdmin, vous avez un petit date picker et je mets aujourd'hui. Voilà. Et j'enregistre. Donc là, mon enregistrement c'est bien fait et je suis parti. Je vais pouvoir faire fonctionner mon framework pour afficher mon contenu. Donc au niveau du système, je vais créer un contrôleur par type de contenu. Donc l'avantage de ce système-là, c'est que plus tard, si je veux ajouter d'autres types de contenu, je n'aurai pas à modifier mes contrôleurs. J'aurai juste à en rajouter et à modifier à la limite les routes et ça sera prêt à fonctionner. Donc ici, je vais dans le dossier contrôleur et je vais créer un nouveau fichier. Donc ça, c'est la première façon de faire. Ou ce que je peux faire directement, c'est passer par la ligne de commande pour faire des cake-bake et générer automatiquement nos contenus. Donc là, ce que je vais faire, je vais volontairement passer
part du code pour que vous voyez bien comment ça fonctionne. J'ai déjà fait un tutoriel sur la console, ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite, mais là je tiens vraiment à ce que vous voyez comment ça fonctionne de A à Z. Donc ici je crée ma première classe et je vais l'appeler post. Alors ici c'est plutôt pour les pages, donc page au pluriel contrôleur.php. Donc ici je suis parti, je vais créer ma classe, donc classe page contrôleur, toujours au pluriel, extends de app controller. Donc voilà, ça c'est la façon de définir un contrôleur sur CakePHP. Et dans ce contrôleur, je vais créer une première fonction qui va me permettre d'afficher le contenu des différentes pages. Donc là, je vais récupérer toutes les pages. Donc je fais this post find et là je les récupère toutes. Et ça, je vais le stocker dans une variable que je vais appeler page et cette variable, je la débug juste après. Alors là, si vous connaissez le framework, vous vous dites, il fait un petit peu n'importe quoi. Effectivement, si ensuite j'essaie d'aller sur cette page-là, donc ça donne /page, je vais avoir plein d'erreurs. La première erreur que je vais avoir, c'est il me dit qu'il n'arrive pas à accéder à cette action-là. Tout simplement par défaut dans nos routes, ici, donc dans le config route, par défaut, lui, les pages, il a une façon de les organiser. Donc nous, cette façon, on n'en veut pas, donc je vais supprimer cette route-là. Et là, j'actualise. Donc là, ça continue, j'ai un autre problème. C'est la fonction find qui ne fonctionne pas. Évidemment, je suis ici sur un contrôleur page. Donc lui, pour lui, il va chercher un modèle qui s'appelle page. Et du coup, une base de données qui s'appelle page. Donc nous, c'est pas du tout ce que l'on veut. On veut avoir directement ce modèle post. Donc ici, au niveau des variables de notre contrôleur, je mets public uses égale array. Et là, dans ce tableau-là, je peux mettre les différents modèles que je veux utiliser au lieu des modèles par défaut. Donc là, mon modèle, c'est post. Et du coup, en faisant ça, on va avoir notre page qui va bien s'afficher. Donc là, vous voyez qu'on a bien nos informations. Donc ici, je vais rajouter des petites conditions. Donc array, conditions. Et ici, je vais dire seulement afficher les contenus qui ont le type page. Donc ici, array, type, page. Donc là, maintenant, si j'actualise, j'ai toujours le même contenu. Donc là, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est récupérer les différentes pages et faire des liens. Donc le problème, c'est que j'aimerais bien le faire dans le header et le CSS par défaut de CakePHP gère pas ça. Donc ce que je vais faire, je vais directement télécharger le Bootstrap de Twitter. Donc ce Bootstrap, je vous en ai déjà parlé, c'est tout simplement un système qui va vous permettre d'avoir des règles CSS définies par défaut. Donc ici, moi, je vais utiliser ça avec less. Donc ici, je clique sur Bootstrap et hop, je télécharge tout le système. Donc là, je vais prendre la version 1.3 directement. Donc dans ce Bootstrap, je vais prendre directement seulement les fichiers less. Donc ça, je ne reviens pas forcément dessus, j'ai déjà fait un tutoriel. Mais ici, je vais dans le lib et je vais déplacer ces fichiers au niveau de mon dossier CSS. Donc là, je vais dans mon dossier app, je vais dans webroot, CSS et je déplace mes fichiers. Voilà, donc pour les faire fonctionner, il me faut less.js. Donc less.js, je cherche sur Google less.js. Et là, hop, j'arrive sur ça. Donc là, je suis prêt à fonctionner. Je télécharge ce fichier-là et je vais le mettre aussi dans mon dossier JS. Donc là, app, webroot, j'ai un dossier JS de préparer et dedans, j'y mets ce less.js. Voilà, et je vais le renommer pour qu'il soit plus simple à appeler less.js. Voilà. Donc maintenant, au niveau de mes vues, j'ai besoin de changer le template par défaut qui est utilisé. Donc ici, dans View, puis dans Layouts, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler default.ctp. Donc ça veut dire que ça va être le template utilisé par défaut. Et là, je copie-colle le template du Bootstrap de Twitter. Donc globalement, c'est assez simple. Ici, je vais pouvoir mettre mon titre. Donc je peux le récupérer dynamiquement depuis CakePHP en faisant echo title for layout. Donc ça, c'est une variable qui est prédéfinie. Ici, j'ai besoin de charger à la fois less.js et aussi mon CSS. Donc si je reviens sur le système de Twitter, et il me dit en haut, voilà comment ça fonctionne. Donc moi je vais copier-coller ces lignes. Donc ici il me dit d'abord de faire le lien vers le fichier de less. Donc là, vu que j'ai besoin de faire un lien dynamiquement, j'utilise le helper HTML. Donc, this HTML URL, et là je vais chercher mon fichier. Donc il se trouve dans css/bootstrap.less. Voilà. Et après, j'ai besoin d'importer le script less.js. Donc là, directement, je l'importe encore une fois en utilisant le helper HTML. Donc
HTML, HTML script, et mon fichier s'appelle less.js. Donc là, j'ai juste à mettre less. Donc normalement, si je fais seulement ça, et que j'actualise ma page, vous devriez tomber sur une page qui ressemble au Bootstrap de Twitter. Donc ça, c'est bien ce qu'on voulait. Donc voilà, là vous voyez que j'ai le système de Twitter, donc ça fonctionne bien. Un petit problème en revanche, c'est à la limite le système de barre, là vous voyez qui cache mon debug, tout simplement parce que cette barre est en position absolue. Donc pour changer ça, il faut modifier un des fichiers less qui vous a été fourni par Twitter. Donc celui par défaut, je crois que c'est dans pattern.less, et ici vous cherchez top bar. Voilà, et vous voyez que la position est en fixed, et vous la changez pour ne rien mettre du tout. Voilà. Et là, si vous actualisez, voilà, vous avez la barre comme ça qui est plus posée de manière fixe. Et du coup, on voit bien nos debugs. Donc voilà, c'est un changement vraiment à faire parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir, vous n'allez pas bien voir vos erreurs. Voilà, donc ici, ça fonctionne bien. Et du coup, vous voyez que je ne vois plus toutes les erreurs ou tous les messages qu'il y avait par défaut dans CakePHP. Mais tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est ici afficher content for layout. Donc ça, c'est encore une fois une petite variable magique qui va automatiquement accueillir le contenu. Et là, vous voyez bien qu'on a nos informations. De la même façon, il y a une dernière petite variable magique, c'est scripts for layout, qui automatiquement affiche les différents scripts que l'on veut charger. Donc ça, c'est, vous allez le voir, un truc qui est plutôt utile lorsqu'on va utiliser le helper HTML. Voilà. Donc je le mets en haut, juste après mon less. Donc si j'actualise, voilà, j'ai toutes les informations et j'ai tout qui est prêt pour fonctionner. Donc là, maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est afficher directement mon contenu. Donc là, au niveau de mon système, au niveau de mes vues, il faut que je crée un dossier page qui est par défaut créé par CakePHP, qui correspond à mon contrôleur page. Et dedans, je vais créer mon premier fichier que je vais appeler index.ctp. Et ce fichier va me permettre d'afficher le contenu. Donc si je reprends un petit peu mon contrôleur, il faut que j'envoie les informations. Donc ici, moi, je vais faire un find first pour récupérer seulement la première page. Et ensuite, je vais l'envoyer. Donc pour l'envoyer, je mets ça dans un tableau que je vais appeler D. Donc ça, c'est une convention que moi j'ai pris. Vous n'êtes pas obligé de la respecter du tout. Mais après, ça me permet d'aller un petit peu plus rapidement au niveau du développement et de bien différencier les variables que je vais envoyer à la vue de celles que je n'enverrai pas à la vue. Voilà, donc là, automatiquement, en faisant ça, ça va envoyer les informations récupérées dans une variable page. Et du coup, au niveau de mon index, j'ai plus qu'à afficher les informations. Donc ici, par exemple, je vais créer un div qui a la classe pageHeader. Et dedans, dans mon H1, je vais y mettre le nom. Donc le nom, c'est $page, le nom du modèle, et ensuite la valeur. Donc ça, je ne trouve pas forcément très pratique d'avoir le nom du modèle ici. Donc ce que je vais faire, c'est directement au niveau de mon contrôleur, ici mettre un courant. Donc courant, ça récupère directement la première valeur. Et ça me permet d'éviter cette clé qui s'appelle post, qui sert à rien. Donc là, automatiquement, vous voyez que j'ai bien mon H1 avec marqué ma première page. Et ensuite, si je veux avoir le contenu, c'est très simple. Je mets echo $page content. Voilà. Donc ça, c'était une petite introduction pour vous montrer comment vite fait avoir notre contenu et afficher nos premières choses. Donc le problème, c'est que moi, j'aimerais bien avoir les pages qui ont des liens. Donc là, vous voyez, par défaut, je vais à page, mais si je crée d'autres contenus, comment je vais pouvoir y accéder? Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite mettre juste en haut de cette page-là les différents liens des pages. Donc pour récupérer les différentes pages, il faut tout simplement que je fasse un find all. Donc ici, $d page avec un S égale this post find all, array, et là je récupère toutes les pages, donc ici, donc là je récupère toutes les pages, donc dans les conditions, je mets seulement que array type égale page. Voilà, donc là je vais récupérer mes différentes pages. Maintenant j'ai besoin de les afficher. Donc au niveau de mon système ici, je vais faire un petit for each pour parcourir l'ensemble des pages. Donc tout cet exemple il sert à rien, on est parti. Donc for each $page as $k $v. Donc ça c'est pareil, c'est des conventions. Moi je mets toujours k et v, c'est le plus simple. Mais après vous n'êtes pas obligé encore une fois de les respecter. And for each. Et à l'intérieur, tout ce que je vais faire un petit debug de $k, $v, histoire que vous voyez un petit peu comment il parcourt ce tableau-là. Donc dans $v, c'est un S ici. Donc ici, c'est un S. Donc dans $v, vous voyez qu'il récupère les informations une à une. Donc là, moi, ça m'embête encore une fois d'avoir le nom du modèle. Donc tout de suite, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, je mets $v égale courant de $v.
Comme ça, automatiquement, mais il va récupérer le premier index. Et ça fait qu'il saute cette clé-là qui ne sert à rien. Voilà. Donc là, directement, j'ai mes différentes informations. Donc si je veux faire un lien, j'ai tout simplement à utiliser le helper HTML. Donc ici, c'est this HTML link. Donc moi, je me suis créé des snippets et vous me verrez les utiliser au fur et à mesure pour aller plus vite. Donc ici, au niveau du texte du lien, je mets directement le contenu de la page. Le contenu du lien, donc c'est le titre de la page, vname. Ensuite, l'action, on va mettre une action qui s'appelle show, comme afficher une page. Et ensuite, au niveau du contrôleur, on va mettre que c'est le contrôleur page. Donc c'est le contrôleur sur lequel je suis déjà, donc ça, ce n'est pas nécessaire. Et ensuite, j'envoie l'id. Donc ici, pour envoyer l'id, je mets $v, id. Et automatiquement, hop, vous voyez que ça me fait un lien vers ma première page, show/1. Donc c'est bien la page que j'ai ici. Moi, le problème, c'est que ça ne me va pas du tout. Moi, j'aimerais bien avoir une URL bien formatée. Donc directement, ce que l'on va pouvoir utiliser, c'est les arguments nommés et le routing pour avoir des URL bien formatées. Au niveau de mon contenu, je vais faire passer à la fois le slug et l'id. Donc ici, je vais mettre id et j'envoie l'id. Et je vais aussi envoyer le slug. Donc slug et j'envoie le slug. $v slug. Voilà, donc ces informations sont maintenant passées. Donc si je reviens en arrière et que je reclique sur mon URL, vous voyez que ces informations sont passées dans l'URL avec des paramètres nommés. Donc ces paramètres, il y a moyen de les utiliser pour réécrire les URL. Donc comment on fait ça? Tout simplement, on va modifier le routing. Donc ici, vous allez dans config et route.php. Donc vous voyez qu'on a la règle par défaut et on va en créer une nouvelle. Donc on fait comme ça, pour en créer une nouvelle, on fait routeur, ::connect, et on met notre URL. Donc notre URL, ça va être /page, ensuite suivi du slug et de l'id. Donc là, vous remarquez que je mets un petit peu la même nomenclature que ce que j'ai en haut, des deux points et le nom du paramètre. Donc là, automatiquement, ça remplacera le slug à cet endroit-là et l'id à cet endroit-là. Donc en second paramètre, on doit préciser un tableau qui lui permet de connaître les différents arguments vers lesquels ça va rediriger, et ces arguments vont aussi servir à faire une réécriture inverse, c'est-à-dire qu'automatiquement sur nos pages, il va changer les liens pour ce lien beaucoup plus propre. Donc ici, le contrôleur que je vais appeler, c'est le contrôleur page, l'action, c'est l'action show, et c'est tout ce que j'ai à préciser. Donc là, si j'actualise ma page précédente, vous voyez qu'au niveau de mes informations, j'ai bien ces informations qui sont passées là. Donc ici, je vais créer ma fonction show, parce que de toute façon, la fonction index, vous allez le voir, elle va servir à rien, donc on va l'enlever. Et dans ma fonction show, je vais voir un petit peu les informations, comment elles sont passées. Donc ici, je mets this request. Ici, je mets un debug this request. Donc si vous venez de CakePHP 1.3 et que vous ne savez pas ce que c'est que request, c'est le nouvel objet de CakePHP qui sert à passer toutes les informations de la request. Les données qui sont envoyées, est-ce que c'est en POST ou en AJAX, et plein de choses. Donc vous verrez au fur et à mesure de ce tutoriel comment on utilise cet objet-là. Donc là, si j'actualise ma page, vous voyez que dans les paramètres, je récupère bien à la fois l'id et le slug. Donc je pourrais les exploiter comme ceci. L'autre technique pour les exploiter, c'est directement de les faire passer en paramètres. Donc ici, de mettre par exemple id et slug, et ensuite de les traiter. Mais l'avantage, c'est que ce système-là est beaucoup plus simple à traiter. Ici, on a juste à mettre égal nul, et ici égal nul, et faire des tests directement. On n'a pas testé la validité de this request slug ou this request id. Donc là, c'est à vous de voir. Vous pouvez rester tout simplement avec le système de request, ou tout simplement faire passer les variables comme ça par l'URL. À vous de voir. Donc moi, je vais choisir ce système-là. Donc pour lui dire de passer les objets directement à la fonction, parce que là, par défaut, si je fais un petit debug id, vous allez le voir, ça va être nul, parce que lui, il ne sait pas faire correspondre l'URL à nos arguments. Donc ici, si j'actualise cette page, vous voyez que le debug est bien nul. Donc là, au niveau de mon système de routing, vous pouvez faire passer des variables. Donc pour faire passer des arguments directement dans l'URL à la fonction, il suffit de rajouter un troisième argument qui a pour premier index pass et qui permet d'envoyer les informations. Donc nous, on veut les envoyer dans quel ordre? On veut d'abord envoyer l'id, virgule, le slug. Voilà comment se construit ce tableau-là. Donc là, automatiquement, si j'actualise, vous voyez que mon id est toujours dans les paramètres nommés, mais passe aussi dans les variables qui sont passées. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et l'avantage, c'est que ce système-là va vous permettre aussi de mettre des contraintes, c'est-à-dire de dire qu'est-ce qui correspond à une id, qu'est-ce qui correspond à un slug. Ici, si quelqu'un met ça, par exemple, pour lui, l'idée c'est ça. Et ça ne vous voit pas. Vous voulez vraiment que ce soit une chaîne de caractères suivie d'un chiffre. Donc là, au niveau du système de routing, vous allez rajouter un argument juste après le pass et mettre les différentes conditions sur les différents paramètres. Donc ici, sur l'id,
je veux que ce soit que du numérique répété au moins une fois. Et ensuite, de la même façon, sur notre paramètre slug, donc ici sur le slug, je veux que ce soit n'importe quel caractère qui soit alphanumérique ou qui contienne en plus un tiret répété plusieurs fois. Donc l'avantage, c'est que ça va nous permettre d'avoir une contrainte sur notre URL. Donc là, hop, notre URL fonctionne comme ça, et vous voyez qu'automatiquement, ça passe le slug et l'id. L'avantage, c'est que si quelqu'un tape une URL comme ça, ben, automatiquement, le framework ne va pas la détecter, il va rediriger vers une page d'erreur. Voilà, donc ça c'était vraiment pour vous expliquer ce système-là. Donc là, vous vous dites, ok, c'est bien sympa, mais ça me rajoute du travail supplémentaire. Ici, à chaque fois, je dois renvoyer le slug et l'id. Donc ici, ce que l'on peut faire, c'est aller encore un petit peu plus loin et utiliser directement les modèles et utiliser en fait des fonctions, des sortes de hooks qui nous permettent de traiter automatiquement des informations. Donc ici, je vais créer ce modèle parce que depuis tout à l'heure, vous voyez que je ne travaille pas dessus. Donc ici, je vais dans modèle et je vais créer un nouveau fichier qui correspond à mon modèle post. Donc je vais l'appeler post.php avec un P majuscule. Donc ici, je crée classe post extends de app-model. Alors cette classe, on n'a absolument rien à définir, elle va fonctionner toute seule, mais ce que l'on peut faire, c'est créer des fonctions. Donc il en existe plusieurs. Vous avez le before find, after find, before save, after save. Vous avez tout plein de fonctions qui vous permettent de choper les informations avant une sauvegarde ou après par exemple une récupération. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est récupérer les données après une récupération, après un find, et automatiquement y rajouter un index qui permettra de connaître l'URL. Donc cette fonction, comment elle fonctionne? C'est function after find. Donc cette fonction, elle est private. Alors je crois qu'elle est private, on va tester. Et ça prend en argument les données. Donc les données, si je fais un petit debug data et que je retire les debugs que j'ai tout en haut, hop, dans page contrôleur. Et ici, si je fais si je reviens sur la page d'index, c'était page avec un S. Donc voilà, il vous dit que ça doit être public. Donc effectivement, je voulais tester, mais c'est public ici. Public, parce que ça a besoin d'être accédé depuis l'extérieur. Donc ici, vous voyez que dans le data, je récupère bien mes informations. Donc moi, ce que je vais faire, tout simplement, c'est parcourir ces informations. Donc ici, à la fin, il ne faut pas oublier de faire un return. C'est ce que vous voyez, après, il bug un petit peu au niveau du courant parce que les informations après le after find ne sont pas renvoyées. Donc ici, return data. Donc là, je fais un petit for each pour parcourir toutes les informations. Donc for each $data as $k $d. Alors là, pareil, c'est moi une convention pour le travail dans mes modèles. Et là, ici, dans $d, je peux récupérer directement les informations, comme ceci. Par exemple, si je veux récupérer l'id, je le récupère comme ça. Donc moi, ce que je vais créer un faux index link qui va me permettre de connaître directement le lien pour accéder à ce contenu-là. Donc ici, j'ai besoin de tester l'existence de l'id et l'existence du slug. Donc if i7 $d, donc ici c'est post suivi du slug, et que j'ai aussi les informations concernant l'id, if i7 $d post id. Dans ce cas-là, je rajoute un index, donc $d post et link. Et dans ce tableau-là, je vais mettre directement les informations. Donc le contrôleur a appelé pour charger ce contenu-là. Donc mon contrôleur c'est page. L'action a appelé. Donc ici l'action c'est show. Et les arguments nommés. Donc l'id. Donc c'est $d post id. Et ensuite le slug. Slug. Hop hop hop. Et là c'est $d post slug. Et automatiquement, je ferme mon tableau. Et après, j'ai besoin de réinjecter ces valeurs dans data. Donc ici, juste à la fin, juste avant de fermer mon for each, je fais $data de l'index k, c'est l'index du for each, et je réinjecte les valeurs qui ont été du coup modifiées. Donc si maintenant dans mon page contrôleur, je fais un petit debug de d, je vais enlever ce premier index qui ne sert à rien, vous allez voir que automatiquement un nouvel index link qui s'est créé et qui se générera automatiquement, qui permettra d'avoir l'URL. Donc l'avantage, c'est qu'au niveau de mes vues, c'est beaucoup plus léger, j'ai plus à faire tout ça, mais directement ici, j'ai juste à mettre $v link.
Donc ça, c'est une nomenclature, hein. Moi, j'ai décidé de mettre toujours link pour toujours avoir cette nomenclature-là. Et vous voyez comme mes liens sont beaucoup plus rapides à faire. Et l'avantage, c'est que si un jour on a décidé de changer d'action pour une raison X ou Y, ben on aura juste à changer notre modèle. Tout le reste se changera de manière automatique. Voilà. Donc ça, ben, c'est une petite astuce que moi j'ai l'habitude d'utiliser pour travailler un petit peu plus rapidement. Voilà, donc là je vous ai montré un petit peu tout le fonctionnement et on est parti. Du coup, on va pouvoir attaquer des choses un petit peu plus complexes et créer en haut notre petit menu. Donc là, ben, vous voyez qu'on n'a aucune information. Donc mon menu, vu qu'il va être présent sur plusieurs pages, je vais le créer sous forme d'éléments. Donc ici, si je reviens sur ma page default.ctp, j'ai ici mon petit menu. Donc là, je le sauvegarde, j'ai fait un coupé, et je vais charger un élément. Donc pour charger un élément, c'est vis element et le nom de l'élément. Donc moi, ça va être menu. Donc automatiquement, quand on fait ça, ça va tout simplement charger un fichier qui est dans View et dans Element. Donc là, je vais créer ce fichier-là ou tout simplement renommer un petit et je vais l'appeler menu.ctp. Et dans ce menu-là, on va pouvoir mettre par exemple ici, hop, 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 test. Hop, en ne se gourant pas et en le mettant bien entre les A. Donc si j'actualise, vous voyez bien que j'ai mon index test. Donc ça fonctionne bien. Donc là, ben, l'astuce, c'est tout simplement de récupérer les différentes pages. Donc pour récupérer les différentes pages, on a besoin de récupérer des informations depuis le contrôleur. Donc ça va un petit peu à l'encontre du modèle MVC parce que ça veut dire que depuis une vue, on a besoin d'informations. Alors que normalement, on n'est pas censé avoir ce besoin-là. Donc il y a deux techniques. Soit vous mettez dans l'app controller une requête qui se fasse tout le temps, ce qui n'est pas forcément très propre, ou ici vous faites un request action. Donc c'est tout simplement un système qui va vous permettre d'appeler une action depuis une vue. Donc moi, c'est bien ce que je veux faire. Donc ici, je mets this request action. Et là, j'appelle l'action, je mets l'URL que je veux appeler. Donc, mon contrôleur, c'est page. Et mon action, ça va être menu. Voilà. Donc, cette action, il faut que je la crée. Donc, ici, dans mon contrôleur page, je vais créer ma petite action. Donc, ici, je vais supprimer index, il ne sert plus à rien. Et ici, créer ma fonction. Donc, function, menu, qui prend aucun paramètre et qui va renvoyer les différentes pages. Donc ici, je fais un $d. Donc ici, je fais $page carrément, égale this, post, find, all, virgule, array. Et dans le tableau, j'ai précisé les conditions, donc conditions. Donc ici, moi, c'est tout simplement que le type soit page. Et on va en rajouter une autre, là je ne l'ai pas fait, mais c'est tout simplement que les contenus doivent être en ligne. Ça je ne l'ai pas mis au niveau de ma table, donc je vais en profiter pour le mettre tout de suite. Donc ici je revais sur la structure, je vais rajouter un champ en fin de table, hop. Et ici ce champ ça va être online. Donc ça sera un booléen, donc les booléens au niveau de la base de données, hop, ça équivaut en fait à un int de taille 1. Donc ici boolean, et par défaut la valeur ça va être 0. Ça veut dire que par défaut ça ne sera pas en ligne. Et je sauvegarde. Et par défaut plutôt c'est ici, hein, c'est asDefined 0. Voilà, et comme ça la valeur sera toujours 0. Donc au niveau de mon système je peux continuer. Donc j'ai récupéré tous les posts qui ont le type page et qui sont en plus en ligne. Donc ici je vais mettre online 1. Alors attention, ici, vu que je viens de mettre que mon truc par valeur par défaut c'est 0, ma première page sera offline. Donc ici je vais l'éditer et la mettre en ligne pour ne pas avoir de problème. Voilà. Donc ça, ça va récupérer mes différentes pages et ensuite j'ai besoin de les renvoyer à la vue. Donc pour les renvoyer, je fais return $page. Donc au niveau de ma vue, tout simplement ici dans le menu, il faut que je récupère ça dans une variable que je vais encore une fois appeler page. Et ici, j'ai plus qu'à faire un for each. Donc for each $page avec un S, as $k $v, et si vous vous souvenez, ici juste après, pour éviter le problème des index, on met courante $v. Voilà. Donc au niveau de mon URL, c'est tout simplement, là grâce à mon after find, c'est très simple, j'ai juste à faire un lien, où au niveau de l'information, je mets le nom, donc vname, et au niveau de l'action, mais au niveau de tout le reste, j'ai juste à mettre $vlink. Et du coup, c'est beaucoup plus simple à écrire. Donc ici j'actualise, qui me dit qu'il y a un petit problème ligne 5, c'est tout simplement, j'ai oublié de fermer le for each. End for each. Donc ici, si j'actualise, vous voyez que je tombe encore une fois sur une erreur. J'ai dû me tromper au niveau du contrôleur.
Ici, voilà, je return page avec un S. Ou là, directement, je pourrais return ça. Mais donc là, c'est page avec un S. Donc si j'actualise, vous voyez qu'il me dit undefined index, tout simplement parce qu'ici, dans le chose que je mets toujours d'habitude, mais c'est vrai que là, j'ai pas voulu utiliser mon snippet, mais tout de suite, je restocke V, courant V dans $V. Voilà. Et là, vous voyez que du coup, en haut, j'ai ma première page avec mon lien. Donc pour alléger un petit peu MySQL, au niveau de mon page contrôleur, ce que je vous conseille de faire tout le temps, c'est de préciser les différents champs que vous voulez récupérer. Donc ça, je sais que c'est un petit peu rébarbatif, mais l'avantage, c'est qu'au niveau de MySQL, vous allez récupérer que le strict nécessaire. Vous n'allez pas laisser le framework aller récupérer tous les contenus, alors qu'on a besoin juste de 3 champs. Donc là, j'ai juste besoin de l'id, du slug et du nom. Voilà, donc ça, c'est pour un petit peu alléger notre base de données. Donc pour voir les requêtes SQL qui se font, au niveau de votre default.ctp, vous rajoutez juste à la fin du body, juste avant le body, un élément. Donc il y a un élément en fait qui s'appelle SQL dump, SQL underscore dump, qui contient en fait les informations concernant les requêtes qui ont été faites à la base de données. Et là, vous voyez que du coup, on voit notre requête et on voit bien qu'on a récupéré seulement les champs dont on avait besoin. Donc maintenant, quand je clique, vous voyez que j'accède bien à ma première page et il faut que je crée mon système. Donc ici, je reviens sur mon page contrôleur et je vais créer le fichier qui correspond. Donc là, je vais supprimer en fait index.ctp et le renommer en show.ctp. Donc au niveau de mon show, il est vide, donc ça tombe bien. Et on est parti. Donc au niveau de mon contrôleur, je vais récupérer le contenu qui a l'id qui correspond. Donc ici, je fais this, post, find, et j'en récupère un seul, parce que je suis censé ne voir qu'une seule page. Et ici, dans les conditions, je vais mettre tout simplement que mon contenu corresponde à l'id. Donc id égale $id. Donc ça, je vais le stocker dans une variable que je vais appeler page. Donc ici, le problème, c'est que j'ai besoin de savoir si cette page existe bien. Parce que si j'ai tapé une id qui n'existe pas, genre j'ai mis 125, il faudra que ça renvoie une page d'erreur. Donc ici, je vais mettre if empty de $page, ça veut dire qu'il n'y a aucune page qui correspond. Donc dans ce cas-là, j'ai besoin de renvoyer vers une page d'erreur 404. Alors ça, c'est quelque chose qui a légèrement changé par rapport à CakePHP 1.3. Donc si vous avez déjà regardé d'autres tutoriels, c'est différent. Avant, on faisait un this cake error et on renvoyait l'erreur. Là, maintenant, pour envoyer une erreur, il faut juste faire throw new not found exception. Et dans cette clé-là, on va pouvoir préciser un petit message. Donc là, aucune page ne correspond à cette id. Voilà, donc après, vous pouvez juste laisser une page d'erreur en n'indiquant rien. Donc si vous actualisez cette page avec l'id 125, vous voyez que vous tombez sur une erreur. Donc ça, c'est la gestion des erreurs par défaut de CakePHP. Si vous voulez avoir votre propre message d'erreur, tout simplement, au niveau de votre dossier view, vous avez un dossier errors qui est vide, et vous renommez le fichier empty et vous l'appelez error 400 plutôt, .ctp. Donc ça, c'est le fichier qui va être utilisé pour rendre toutes les erreurs de type 400, donc 404 compris. Donc là, ce que vous pouvez faire, alors moi j'ai pas trop d'idées, mais je vais mettre juste un page header en mettant h1 page introuvable et en mettant un petit message indiquant que la page n'a pas pu être trouvée. La page que vous avez essayé d'atteindre n'existe pas. Donc ça, c'est le message par défaut, mais je peux récupérer aussi le message. Donc si vous avez plus de détails sur la page, ici par exemple sur juste après le H1, on va mettre un petit small et là on va mettre $name. Et en fait, $name, c'est notre variable qui contient le message à afficher. Donc, si j'actualise, vous voyez que ça met bien aucune page ne correspond à cette id. Et ensuite, le message d'erreur. Voilà. Donc ça, c'est un petit détail, mais ça vous permet d'avoir des erreurs qui sont un petit peu plus indicatives pour l'utilisateur ou pour vous pendant que vous faites vos tests. Donc ici, je reviens sur mon page contrôleur. J'ai bien testé l'existence de page. Et on peut continuer. Donc là, on sait que page est définie. Maintenant, je vais vérifier que le slug que j'ai récupéré correspond bien au slug qui a été renvoyé dans mon URL. Donc ici, if $slug est différent de page post slug, dans ce cas-là, je vais devoir faire une redirection et renvoyer vers le bon slug. Donc ici, je fais this redirect. Et l'avantage, c'est que je n'ai pas à me prendre la tête. Le lien, je l'ai directement dans page post link. Donc vous voyez que du coup c'est beaucoup plus pratique.
et je vais le renvoyer avec une indication, une page d'erreur 301. Donc 301, c'est un moved permanently, donc ça va permettre à Google de savoir que la page qu'il a actuellement essayé d'atteindre n'existe plus et a été remplacée par la nouvelle, celle vers laquelle je le redirige. Donc ici, je vais remettre 1 au niveau de l'index, donc j'arrive bien sur ma page, je change ici une information bidon, et lorsque je clique, vous voyez bien que je suis bien redirigé. Donc là, c'est impeccable. Donc maintenant que toutes ces informations ont bien été testées et traitées, je peux renvoyer toutes ces informations à ma vue. Donc ici, je mets $d page égale courante de $page, parce que je n'ai pas besoin de lui renvoyer l'index vu que je n'ai pas de modèle lié. Et ensuite, j'envoie tout ça à ma vue. Donc au niveau de ma vue, ça va être super simple. Je mets mon page header. Et ici, je vais mettre un petit H1 et je vais mettre le titre. Donc c'est page, name, et ensuite mon contenu. Donc, le contenu, c'est $page, content. Et j'ai besoin de changer le titre. Alors pour changer le titre, il faut tout simplement changer la variable title for layout. Donc vous pouvez tout à fait le faire d'ici, en faisant title underscore for layout et en mettant votre valeur. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est tout simplement qu'on va avoir du contenu, entre guillemets, dans nos contrôleurs. Donc je trouve pas ça super propre. Donc moi, je préfère le mettre à cet endroit-là. Donc en général, ce que je fais, je le mets au tout début des pages. Voilà, ici. Donc ici, je mets this set title for layout, et là je mets la valeur. Donc la valeur c'est mon titre, donc $page name. Voilà. Et du coup ça va bien fonctionner. Donc juste ici je vais aussi mettre un test if $id différent de id. Donc, ça veut dire que si l'id n'est pas définie, on est arrivé à cette URL en faisant /show, je renvoie une erreur. Voilà. Donc là, j'actualise et vous voyez que j'ai bien ma première page. Donc de la même façon, si j'avais une seconde page, j'aurais juste à changer l'idée et ça me redirigerait bien. Donc ça c'est cool, mais maintenant comment faire pour que l'administrateur puisse gérer lui-même son contenu? Il faut que je puisse créer des actions qui permettent de gérer ça. Donc là, je vais faire tout ça pour les pages et ensuite vous allez voir, on va faire pareil pour les posts. Mais pour l'instant, je me concentre seulement sur les pages pour éviter de partir dans 200 directions à la fois. Donc là, ces pages-là, j'aimerais bien les éditer. Donc pour les éditer, je vais créer de nouvelles actions. Donc là, au fur et à mesure, vous voyez que je n'ai pas bien commenté, donc je vais en profiter pour commenter. Request action, virgule, permet d'avoir la liste des contenus pour le menu. Et de la même façon, on aura ici, hop, permet d'afficher une page. Bon, mais en même temps, vu qu'on a nommé ça comme ça, il n'y aurait presque pas besoin de commentaires. Donc ici, je vais créer une première fonction qui permet de lister les contenus. Alors, ces fonctions, je vais avoir besoin de les préfixer pour savoir que c'est des fonctions qui ne sont pas forcément publiques, qui sont liées à l'administration. Donc pour cela, je vais utiliser des préfixes. Donc ici, ma fonction s'appellerait index pour lister les différents contenus, sauf que je vais la préfixer par admin. Comme ça, lorsque je voudrais y accéder, j'aurai à faire admin / page / index. Donc si je fais ça par défaut, ça ne marche pas parce qu'il faut que je définisse un système de préfixes. Et ici, donc pour modifier ce système de préfixes, je vais tout simplement dans core.php et vous cherchez admin. Et par défaut, c'est commenté ici et vous voyez que vous pouvez afficher tout un tas de préfixes. Donc par exemple, si vous aviez un espace membre, vous pourriez faire un système avec un préfixe membre. Ça serait des actions qui seraient seulement réservées aux membres. Donc ça ne gère absolument pas l'authentification ni les permissions, mais vous allez le voir, ça va nous permettre de faire un filtre plus tard. Donc ici, on a ça. Donc maintenant, au niveau de mes pages contrôleurs, ça devrait fonctionner. Donc je vais tester ça tout de suite, j'actualise, et vous voyez que je tombe sur une erreur. C'est tout simplement qu'il ne trouve pas en haut le menu. Donc ça, on reviendra tout de suite après. Donc voilà, du coup, mon action peut être appelée. Donc cette action, vu que je veux que le back-office soit différent, je vais créer un nouveau template. Donc ici, je mets View, je vais dans Layout, et je vais créer un nouveau template. Donc je vais l'appeler admin.ctp. Et ce sera mot pour mot la même chose que default, sauf que au niveau du menu, j'aurai vraiment un menu personnalisé. Donc ici, je vais appeler administration, et j'aurai mon petit menu qui me permettra de gérer les différents types de contenus. Donc UL, li. Donc je crois que l'UL par défaut, il a la classe menu. Bon, à vérifier. Et ici, je vais mettre mon premier lien. Donc ici, ça sera page, et ça sera la gestion des pages. Donc page, donc l'action, ça sera index. Le contrôleur, ça sera page, et c'est tout. Voilà. Donc là, si j'actualise,
Si j'actualise, ben, j'ai toujours l'erreur parce qu'il faut lui dire d'utiliser ce layout plutôt que le layout par défaut. Alors, moi, je vais faire quelque chose de global. Je vais lui dire si le préfixe est défini, ben, dans ce cas-là, tu vas utiliser ce layout-là. Donc ici, pour faire une règle globale, ben, j'ai besoin de créer un app contrôleur. Donc un app contrôleur, c'est tout simplement un contrôleur qui va être hérité par tous les autres contrôleurs. Du coup, tout ce que l'on va définir dedans va être défini pour tous mes sous-contrôleurs. Donc ici, je vais cliquer sur contrôleur, je crée un nouveau fichier que j'appelle appcontrôleur.php. Donc au niveau de ce contrôleur, c'est très simple, hein, classe contrôleur, app contrôleur plutôt, sauf qu'il n'extend pas d'app contrôleur, ça serait stupide, mais il extend de contrôleur. Voilà. Et là, dans cet app contrôleur, je vais créer une première fonction qui est beforeFilter. Alors cette fonction, si vous ne la connaissez pas encore, c'est tout simplement une fonction qui permet d'exécuter du code avant de faire les fonctions qui sont prédéfinies. C'est-à-dire que cette fonction va s'exécuter avant même de faire admin index ou show ou menu. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire tout simplement, je vais détecter est-ce que j'ai dans mes paramètres le préfixe. Alors si vous voulez savoir comment on trouve ça, ici je vais juste mettre un debug this request. Et vous allez voir que dans cet objet request, on a le préfixe qui est défini. Donc ici, si j'actualise, vous voyez que j'ai préfixe à admin. De la même façon, si je vais sur une page classique, hop, vous voyez que j'ai pas d'index préfixe. Donc j'ai juste à tester, est-ce que j'ai un préfixe et est-ce qu'il est à admin. Donc if isset this request params préfixe. Donc là, je vais le copier-coller pour éviter d'avoir à me retaper de tout écrire. Et ça, c'est égal à admin. Ben dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, là carrément, je vais mettre la version courte. Je vais mettre this layout et je vais dire que le layout à utiliser, c'est admin. Voilà, comme ça, par défaut, il utilisera le layout admin. Alors, si vous actualisez, vous allez toujours tomber sur l'erreur comme quoi l'action page contrôleur menu ne marche pas. Tout simplement parce que là, cette page redirige vers une page d'erreur qui, elle, n'est pas préfixée et du coup, il change le layout par défaut. Donc moi, ça ne me va pas. Donc tout simplement ici, au niveau de mon système de page, je vais créer cette page-là. Donc ici, page, new file, et je crée un nouveau fichier que j'appelle admin _index.ctp. Et donc cette page-là me permettra d'afficher mes différents contenus. Et du coup, vous voyez bien qu'on arrive sur notre page d'administration. Donc au niveau du listing des contenus, ça va être relativement simple. On veut juste lister les pages par ordre chronologique de création, donc par ordre de création. Et ensuite, on veut paginer avec 20 par page, allez, on va dire. Ou là, pour l'instant, on va en mettre un seul par page et on va créer un nouveau contenu bidon tout de suite pour pas avoir de problème. Donc là, pour tester un petit peu ça. Et on va créer un nouveau contenu bidon pour créer un petit peu ça. Donc ici, insérer ma seconde page. Le slug, on va mettre ma-seconde-page. Le contenu, mon contenu. Le type page. Et la date de création, ça va être encore une fois maintenant, donc today. Et ensuite, la date du jour. Enfin, est-ce que le contenu est en ligne? On va mettre 0. Et ici, on va mettre que ça a été posté à 1h du mat. C'est parti. Donc là, si j'actualise, au niveau de mes pages, j'ai toujours rien, normal, on est parti. Donc pour paginer, c'est relativement simple. Vous mettez ici, alors là, plus dans l'app contrôleur, mais dans votre page contrôleur. Alors je vais tout fermer. Donc là, j'ai besoin d'ouvrir page contrôleur et ma vue qui correspond, donc c'est admin index. Voilà. Donc au niveau de mon page contrôleur, de mon admin index, je vais récupérer les différentes pages. Donc pour cela, je fais this paginate. Et là, je dis qu'est-ce que je veux paginer. Donc je peux paginer les différents articles, donc c'est les posts. Et en second paramètre, je veux préciser les conditions. Donc là, moi je veux par exemple que le type, ça soit page. Voilà. Et tout simplement, en faisant ça, ça va automatiquement générer la pagination. Donc si j'actualise, vous voyez que du coup, ça fait la petite requête avec un petit limite 20. Donc moi, je ne veux pas limiter à 20, je veux limiter à 1. Donc si vous voulez la limite seulement à cet endroit-là, et que ça soit différent d'autres endroits, ce que vous pouvez faire, c'est this paginate. Par défaut, c'est un tableau aussi. Donc vous mettez array. Et là, vous êtes parti. Donc si vous voulez modifier les informations concernant le post, vous mettez post. Et après, en valeur, vous mettez les différentes informations, un petit peu comme un find. Donc par exemple, ici, je mettrai un limite 1 pour dire je ne veux seulement que les premiers éléments. Donc, ici,
Hop. Donc, si j'actualise, donc là, si, ah ouais, je vois que c'est toujours rien, oui, c'est un P majuscule, hop, paginate au minuscule. Voilà, paginate avec un P majuscule, c'est la méthode. Donc si vous actualisez, vous voyez qu'ici, il a mis un limite 1 et du coup, il fait automatiquement le count et il récupère le système de pagination. Donc vous n'avez absolument rien à gérer. Vous pouvez le faire comme ça ou directement ce paginate, vous pouvez le déclarer en haut du contrôleur pour qu'il soit utilisé partout. Et du coup, avoir les règles de pagination définies de manière globale. Donc moi ici, j'ai besoin de la pagination que là en plus. Donc je vais le mettre à cet endroit-là. Donc par défaut, je vais mettre une limite de 1 pour qu'on puisse avoir la pagination. Et ici, j'envoie les pages à ma vue. Donc ici, je mets ça dans le tableau $D. Donc $page égale visPaginate. Et ensuite, on envoie tout ça. Donc au niveau de mon admin index, c'est parti, je vais pouvoir récupérer les contenus. Donc là, H1, je vais appeler ça gérer les pages. Donc je vais mettre tout ça dans un div qui a la page header, la classe page-header. Ouais, ça c'est toujours la même chose, c'est par rapport au bootstrap de Twitter. Et ensuite ici, je vais créer mon petit tableau. Donc ici, j'ai un premier tr, un tr avec des th. Donc là, on aura d'abord l'id, on aura ensuite le nom, on aura ensuite est-ce que c'est en ligne ou pas, donc en ligne, je vais pas y arriver. On aura ensuite la date de création, moi c'est même pas nécessaire, hein. Pour les pages ça n'a pas trop d'intérêt. Et ensuite les actions, donc par exemple éditer, supprimer, modifier. Donc là, juste après, on va pouvoir faire des tr avec des td. Donc là je vais prendre la même chose qu'ici, mais avec des td. TD aussi, voilà. Donc là, si j'actualise, vous voyez que du coup, j'ai mon petit tableau. Alors mon tableau, je vais le remplir de ces valeurs, hein, sinon comme ça n'a pas forcément d'intérêt. Et on va parcourir nos différentes pages. Donc ici, je vais mettre un petit for each. Hop, point d'interrogation, for each, $page, as $k, $v, et $v égale courante de $v. Voilà, ça ne change pas. Et juste à la fin, on finit. End for each. Donc ici, j'ai besoin de l'id. Donc l'id, c'est $v id. Ensuite, j'ai besoin du nom. Donc ici, c'est $v name. Ensuite, j'ai besoin de savoir si c'est en ligne ou pas. Donc ici, tout simplement, je vais faire une petite condition. Donc $v online. Est-ce que c'est égal à 0? Si c'est égal à 0, dans ce cas-là, je mettrai hors ligne. Et si c'est égal à 1, je mettrai en ligne. Ou tout simplement différentes 0, hein. Et au niveau des actions, on va en écrire plusieurs. Donc on aura d'abord éditer et supprimer. Donc ici, si j'actualise, vous voyez que j'ai un petit problème au niveau de end for each. J'ai oublié le petit 2 points juste ici. Si j'actualise, je reprends. Vous voyez bien que j'ai ma première page. Donc maintenant, le problème, c'est que j'aimerais bien avoir la pagination. Donc pour avoir la pagination, c'est un helper en fait qui s'appelle paginator. Donc on va le mettre juste après là. Et c'est vis paginator. Et ici c'est numbers. Et voilà, je mets juste ça comme ça. Et si j'actualise, vous voyez que par défaut on a notre pagination. Donc lui il a une syntaxe HTML particulière. Donc là ça impliquerait qu'il faille modifier un petit peu le bootstrap de Twitter. J'ai pas trop envie de le faire maintenant. Donc là, vous voyez que ça pose quelques problèmes au niveau de la structure HTML. Alors, on va la faire correspondre au maximum à celle du Bootstrap Twitter, mais c'est pour vous montrer aussi comment on peut modifier ce qui ressort de CakePHP. Donc vous allez sur la documentation et vous allez sur l'API version 2.0. Donc sur cette API, c'est directement les différentes classes qui sont définies. Donc là, vous cherchez la classe Paginator, vous allez tomber sur le helper, et sur le helper, vous allez voir les différentes méthodes et les options qu'elles prennent. Donc, par exemple, si vous allez à la fonction qui s'appelle numbers, donc c'est la fonction qu'on est en train d'utiliser, vous avez les différentes options. Donc par exemple, vous avez le separator. Donc nous, on n'en veut pas. Donc ici, on met array à l'intérieur, array. Et au niveau du separator, on met aucun. Donc ici, on met false. Ensuite, au niveau du tag, on va préciser qu'on veut, nous, des li pour correspondre un petit peu au bootstrap de Twitter. Donc tout ça, on va l'entourer d'une div qui est la classe pagination, suivi d'un UL. Voilà. Donc si j'actualise maintenant ma page, vous voyez que j'ai plus de séparateur entre guillemets, et j'ai bien ma pagination. Donc là, vous voyez que le 1 est totalement décalé, c'est tout simplement parce que le Bootstrap n'a pas prévu. Alors lui, CakePHP, en fait, il met pas de lien vu que c'est la page courante, ce qui est logique.
et du coup ça provoque un petit problème à cet endroit-là. Donc moi ce que je vais faire, je vais laisser les options par défaut, quitte à après à modifier un petit peu le CSS pour avoir une pagination qui est un peu plus de tronche. Donc là voilà, je laisse le système par défaut et je vous laisse éditer le CSS pour gérer ça. Donc vous voyez, si je clique sur la page numéro 2, j'arrive bien au contenu numéro 2. Et si je clique sur la page 1, je retourne bien au 1. Donc ça, tout le système de pagination, vous n'avez absolument rien à faire. C'est géré par défaut par CakePHP. Donc là, hop, je reviens en arrière et je mets par défaut une limite à 20. Mais vu qu'elle me va très bien, je mets rien du tout parce que par défaut c'est 20. Voilà. Donc là, tout simplement, je vais rendre ces messages un petit peu plus classe en les entourant de vert si le contenu est en ligne et en les mettant en rouge si le contenu est hors ligne. Donc là, je vais sur ma page, alors elle est ici, et au lieu de mettre juste hors ligne, tout ça, je vais l'entourer d'une span qui a la classe label et la classe importante. Donc importante, c'est tout simplement pour dire que le contenu va être en rouge, et le en ligne, c'est pareil, je l'entoure d'une span qui a la classe label et qui a en plus la classe success. Donc le message sera en vert. Donc si j'actualise, sans oublier de sauvegarder avant évidemment, vous voyez que là on voit clairement le contenu qui est en ligne ou pas. Donc maintenant je vais créer mes deux actions. Donc au niveau de mon TD ici, je vais créer un premier lien. Donc là ça va être édité. L'action ça sera edit et qui prendra en paramètre l'id, donc $v id. De la même façon, je duplique cette ligne et je vais appeler ça supprimer. Le problème c'est que j'ai pas forcément envie que quand je clique sur supprimer par erreur, ça me dégage le contenu. Donc ici, en deuxième paramètre, c'est normalement les arguments HTML, donc j'en veux aucun. Et en quatrième paramètre plutôt, c'est le message à afficher. Donc là, c'est voulez-vous vraiment supprimer cette page ? Point d'interrogation. Et là, du coup, quand je vais cliquer sur mon petit lien de suppression, j'ai un petit message d'alerte, ce qui m'évite de supprimer une page par erreur. Voilà. Là, je vais mettre un petit séparateur pour faire joli. Donc vous voyez que maintenant on a notre gestion des pages. Donc au niveau de donc on va faire directement la suppression parce que c'est le plus simple. Alors au niveau de la suppression, ça sera tout simplement une nouvelle fonction, function admin _ delete, qui prendra en paramètre l'idée de la page à supprimer. Donc ici on fera this page delete, on fera this post delete et on enverra en paramètre l'idée du message à supprimer. Donc là pour mes tests je ne vais pas supprimer et ensuite ce que je vais faire, je vais rediriger vers la page qui a permis de pointer vers ici pour le rediriger vers la bonne page s'il était sur la pagination. Donc ici je mets this redirect et on peut récupérer le référeur en faisant this référeur. Voilà, comme ça on redirige vers la page référente. Mais le problème c'est que l'utilisateur aura aucun retour visuel, il ne saura pas si son message s'est bien supprimé ou pas. Donc là ce que je vais faire, je vais créer un message flash. Donc ici je mets this session flash, c'est plutôt set flash. Et ce message flash en fait c'est quelque chose qui permet, vous allez le voir, d'afficher des petits messages. Donc là je vous laisse réécrire, on va voir comment ça fonctionne juste après. Donc là on va marquer votre page, ou plutôt la page, ça fera moins pompeux, la page a bien été supprimée. Et ça par défaut en fait, lorsque vous le faites, donc si je clique sur supprimer, hop, vous voyez je me fais bien rediriger. Le problème c'est que j'ai pas ce message là. Mais pour l'afficher, il suffit de modifier le layout par défaut. Et à l'endroit où on veut afficher les informations, donc le layout c'était admin CTP, donc moi je vais l'afficher ici, on met un petit echo this session flash. Et donc ça se chargera automatiquement d'afficher notre petit message. Donc si maintenant j'actualise, vous voyez que mon message s'est bien affiché. Donc là le problème c'est que bon ça fonctionne effectivement, mais on aimerait bien avoir des alertes un petit peu plus classe. Donc ce que l'on peut faire, c'est préciser en plus donc, du setFlash un second paramètre qui est le template à utiliser. Donc ce template, moi je vais l'appeler notif. Donc, pareil, c'est une convention que moi j'ai choisie, vous n'êtes pas du tout obligé de la suivre. Et automatiquement, il ira chercher dans éléments un fichier qui s'appelle notif.ctp. Donc je le crée tout de suite et je vais créer un petit peu ce message de notification. Donc ce message, il aura une structure basique qui suit celle du bootstrap de Twitter. C'est une div qui a la classe alert message. Donc ici je vais mettre div alert-message. Et par défaut, on va dire que ça sera success.
Voilà, pour dire que quelque chose s'est bien passé. Et à l'intérieur, on va voir notre contenu. Donc notre message, c'est tout simplement entre paragraphes, donc P, et $message. Donc globalement, à la place de cette variable-là, on aura cette petite chaîne de caractères. Et vu que je veux pouvoir fermer un petit peu ce message d'erreur, je vais mettre un élément qui a la classe close. Ici, un petit lien qui a la classe close. Et à l'intérieur, hop, c'est juste une petite croix. Voilà. Donc si maintenant je reclique sur supprimer, donc ça ne supprime pas le contenu, mais vous voyez qu'on a bien notre petit message. Alors je vais corriger au fur et à mesure les petites erreurs que je vois par-ci par-là, parce que je vois que ça devient un petit peu plus présent. Déjà, c'est que la top bar est pas assez espacée du contenu. Donc ici, je vais modifier mon pattern. Hop. Laisse. Et au niveau de ma top bar, je vais mettre un margin bottom. Margin bottom. Et je vais mettre 20 px. Donc là, automatiquement, ça va me permettre d'espacer un petit peu. Voilà, ça va me permettre un petit peu d'espacer le contenu. Et comme ça, au fur et à mesure, je modifierai un petit peu le bootstrap suivant mes besoins. Mais bon, c'est tout ce dont j'avais besoin. Et si je supprime, je vois que ça fonctionne bien. Alors le close ne fonctionne pas tout simplement parce qu'il doit être placé avant. Donc là, hop, je le place à cet endroit-là. Donc là, vous voyez un petit problème, c'est que je ne peux pas fermer ce petit message d'alerte. Donc là, je vais directement écrire du JavaScript à la dure dans ce fichier-là. Donc là, lorsque l'on va cliquer sur ce système, donc ce X, je fais onClick égale, je mets du jQuery, donc c'est $vis.parent, donc je remonte à l'élément parent, et je fais un slide up, donc qui va faire remonter cette div-là. Donc l'avantage, c'est que c'est un truc relativement court. Ça m'évite d'alourdir mon script et automatiquement, vous allez voir, dès que je vais cliquer sur cette petite croix, hop, ça masque mon petit message d'erreur. Donc c'est plutôt sympa. Donc là, le problème, c'est que si jamais j'ai une erreur, je ne vais pas pouvoir changer le type de message. Donc ce que l'on peut faire, c'est préciser un troisième paramètre du Flash, des arguments. Ces arguments, c'est un petit peu comme le set. En fait, ils vont être envoyés à ma vue. Donc moi, ce que je vais faire, c'est ici donner la possibilité à l'utilisateur, dans le session set Flash, de mettre un type. Donc là, automatiquement, il faudrait que ça remplace success par erreur. Donc au lieu de mettre success, je vais mettre echo $type. Alors i7 plutôt, i7 $type. Donc est-ce que le type est défini? Si le type est défini, j'affiche le type. Si le type n'est pas défini, je mets directement success. Donc par défaut, ça sera un message de succès. Donc là, automatiquement, si j'essaie de supprimer mon contenu encore une fois, vous voyez que cette fois-ci, j'ai une erreur en rouge. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa, ça me permet d'avoir un truc assez modulable. Donc là, c'est un message de succès et la suppression doit fonctionner. Donc du coup, je décommente tout et on va faire un test maintenant grandeur nature. Donc hop, petite erreur de parenthèse. Voilà. Et on est parti pour tester. Donc là, je clique sur supprimer ce contenu-là. Et vous voyez qu'automatiquement, mon contenu a bien été supprimé. Donc cette fonction marche. Maintenant, on va passer à l'édition. Donc je clique sur éditer et j'arrive sur une page d'erreur normale. Donc cette page d'erreur, vous voyez, au fur et à mesure, ça me stresse un petit peu d'avoir ce problème-là. C'est tout simplement ici dans le menu, vous faites un request action et il faut préciser qu'on ne veut pas le routing admin. On ne veut pas le préfixe admin parce que lui, vu qu'il est déjà sur un préfixe admin, toutes les URL, il se dit ok, il faut que je mette admin. Mais non, là, c'est pas le cas. Donc j'actualise et là, vous voyez qu'on a bien l'erreur classique. Voilà, comme ça, vous voyez, on a un message d'erreur. Donc pareil, si vous voulez personnaliser ce message, vous pouvez tout à fait le faire. Donc c'est dans le dossier errors. Hop, que je le retrouve dans le dossier errors ici. De la même façon, vous pouvez créer un fichier qui s'appelle missing_controller.ctp qui vous permettra d'afficher une page d'erreur 404 plus jolie que ce message d'erreur. Et de la même façon, vous pouvez créer missing view pour une vue manquante. Mais moi, j'ai besoin de ces messages d'erreur ici pendant le développement pour savoir d'où viennent mes erreurs. Donc je vais laisser pour l'instant ces erreurs par défaut, même si elles ne sont pas forcément super jolies. Donc là, ma page edit a été créée. Mon URL fonctionne bien plutôt, mais j'ai besoin de créer à la fois la fonction et à la fois ma petite vue. Donc ici, je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler admin_edit et qui prend en paramètre l'id. Voilà. Et ici, hop, au niveau de ma vue, je vais créer une nouvelle page que j'appelle admin_edit.ctp. Donc là, cette page, globalement, elle permettra d'éditer un contenu. Donc div.page-header, h1, éditer une page. Donc ici, pour éditer une page, j'ai besoin de créer le formulaire. Donc le formulaire, ça se crée grâce au helper form. Donc ce helper fonctionne de manière très simple. D'abord, on met un vis form create
et on met à l'intérieur le nom du modèle que l'on veut modifier. Donc moi je veux modifier le modèle post. Et ensuite, vous pouvez préciser d'autres paramètres, on les verra plus tard. Et lorsque vous avez fini votre formulaire, vous mettez un this form end et vous mettez le petit bouton envoyer. Donc ça, qu'est-ce que ça fait au niveau de la syntaxe HTML? Ça fait tout simplement un form que ça ferme après avec un div submit et un input de type submit. Donc là, donc voilà. Donc ensuite, j'ai besoin de mettre mes champs. Alors pour créer un champ, c'est très simple. Vous mettez echo this form input et là vous mettez le nom du champ au niveau de la base de données, donc c'est name, et ensuite vous mettez en tableau différentes options. Donc par exemple le label à utiliser. Donc ici ça sera titre parce que le label c'est différent de name. Moi je veux pas des noms anglais, donc à chaque fois je vais devoir préciser le nom. Donc ici si vous actualisez, vous allez voir on a bien un champ avec le titre. Donc là par défaut il y a un petit problème, c'est parce que la syntaxe HTML que génère ClickPHP est différente de celle qu'attend le Bootstrap. Donc là, pas de problème, ce que je vais faire, je vais directement modifier le Bootstrap. Donc, ici, au niveau de mon pattern.less, je supprime, c'est form.less. Donc là, vous avez tout ce qui permet de construire les formes. Donc globalement, au input, il met ici un margin left. Donc moi, je vais plutôt le mettre, hop, tout simplement à l'input, plutôt que tout simplement à la div qui est la classe input. Donc j'actualise. Donc mon label est bien créé. Et tout simplement ici, je vais modifier, mettre plutôt un petit margin left de 10 pixels à mon input. Et du coup, vous allez voir, voilà, mon input va mieux fonctionner. Donc au fur et à mesure, je ferai des petites retouches si j'ai besoin. Donc de la même façon, lui, alors je vais revenir sur le Bootstrap de Twitter. Il a l'habitude d'enrouler, en fait, d'entourer les boutons d'une div qui est la classe actions. Donc nous, par défaut, ça génère cette classe qui est la classe submit. Donc ce que je vais remplacer, c'est au niveau des actions sur les boutons, je vais aussi mettre submit. Du coup, hop, vous voyez que ça entre bien notre système. Et là, on a notre input de type submit qui ne fonctionne pas parce qu'au niveau du Bootstrap, alors là, je me souviens plus par contre, hein, je me souviens pas de tout de tête. Mais au niveau du formulaire, alors on va revenir dessus. Et en fait, là, vous voyez qu'il met par défaut sur les inputs de type submit la classe btn et primary. Donc moi, ce que je vais faire, je vais changer. Donc ici, je suis allé ouvrir le fichier pattern.less, donc qui gère un petit peu tous les éléments visuels autres que se définit ailleurs. Donc moi, c'est le btn. Ici, je mets .submit input en plus. Et je vais le mettre aussi à cet endroit-là. Donc ici, ça va être .submit input. Voilà, je descends. Et après, tout le reste va normalement hériter. Donc si j'actualise ma page, hop, vous voyez que mon bouton devient un joli petit bouton plus classe. Alors, pareil, il y a un petit problème d'alignement ici. C'est qu'ici, au niveau de mon input, hop. Donc là, je vais essayer de rajouter un petit peu du margin left. Et avec 20 pixels, vous voyez que ça s'aligne bien. Donc ça devait être la valeur qu'il attendait par défaut. Donc là, je reviens sur mon form.less et je vais rajouter, hop. Je ne sais plus où c'était, juste en haut, 20 pixels au niveau de la marge. Voilà. Donc ça, au fur et à mesure, à vous adapter. De toute façon, je pense que vous allez travailler sur votre propre CSS, donc vous aurez de toute façon des modifications à faire. Voilà, donc là, mon titre, ça fonctionne bien. Je vais avoir besoin d'autres champs, donc je vais continuer. Hop. Donc là, j'ai besoin d'un autre champ pour le contenu. Donc input, ici je mets content, et ça sera contenu. J'ai aussi besoin d'un champ pour le slug, donc input, et là ça va être slug, et ici ça va être URL. Donc ici, hop, j'actualise, et vous voyez que j'ai mes différents champs qui sont créés. Automatiquement, lui, il a créé un text area. Alors là, il y a encore quelques petits bugs, vous voyez que notamment les champs sont trop rapprochés, le text area aussi. Donc je vais retourner sur form.less, ici je vais rajouter aussi pour les text area, hop, text area. Donc là, pour éviter de perdre du temps, carrément, je vais utiliser toute la puissance de less et hop, mettre ça comme ça en argument ici. Et ici, je vais mettre input, text area. Voilà, comme ça, je vais profiter un petit peu du système de nesting au niveau des règles. Voilà, donc automatiquement, mon text area est mieux placé et à la fin de chaque div, input, j'ai besoin de faire un petit clearfix. Donc c'est ce qu'il y avait par défaut dans les formes clearfix ici. Donc moi, ce que je vais faire, ce sera plutôt dans le form input. Voilà. Et si j'actualise, hop, vous voyez que tout est bien décalé et tout fonctionne bien. Donc j'ai le titre, l'URL et le contenu.
et je peux envoyer mon formulaire. Le problème, c'est que ce formulaire, j'ai besoin de le pré-remplir avec les valeurs prédéfinies. Donc ici, comment je vais faire ça? Au niveau de mon page contrôleur, si un ID est défini, directement. Donc dans mon page contrôleur, tout simplement, j'ai besoin de récupérer les informations. Donc ici, je fais this. Alors je pourrais faire un this find first, mais le problème c'est que je ne trouve pas ça forcément très très pratique au niveau de l'écriture. Donc ici, je vais mettre plutôt this, post, id et lui passer l'id. Et ensuite envoyer les valeurs. Donc pour envoyer les valeurs, il faut les envoyer dans this, request, data. Et j'envoie les valeurs que je lis directement avec un this, post, read. Donc le read, c'est comme un find first, sauf qu'il va prendre l'id qui a été définie dans le modèle. Donc ça permet d'écrire moins de lignes selon moi. Et automatiquement, si maintenant j'actualise ma page, vous voyez qu'automatiquement mes différents champs sont remplis. Donc imaginons que je veux rajouter un S ici, je clique sur envoyer, il faut maintenant traiter ces informations-là. Donc pour traiter les informations, il faut que je teste est-ce que des données ont été postées. Hop. Donc là, j'ai besoin de tester si des valeurs ont été postées pour faire le traitement. Alors il y a deux façons. Soit vous testez l'existence ou vous testez en fait savoir si ce tableau-là est vide. Si ce tableau-là est vide, dans ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas eu de données postées. Dans le cas inverse, on va pouvoir débugger les informations et voir s'il y a des choses qui ont été postées. Donc ici, faire ça. Donc là, si j'actualise ma page et que je renvoie mes informations, vous voyez que je récupère mes informations. Donc l'autre technique, c'est tout simplement d'utiliser une nouvelle fonction donc de CakeRequest, c'est faire this request is put. Ça veut dire est-ce qu'on a envoyé des informations pour poster et éditer un contenu. Donc ici, si j'actualise, vous voyez qu'automatiquement je vois mes données. Donc voilà, le put en fait c'est tout simplement une édition. Donc ça c'est un rapport avec les applications REST il me semble. Donc en fait au niveau du navigateur vous avez toute une série de fonctions possibles. Donc au niveau du CakeRequest vous les avez ici. Donc au niveau de l'objet CakeRequest de CakePHP vous avez ici les différentes informations. Donc get, post, put, delete. Donc delete c'est quand on veut supprimer un contenu, put c'est quand on veut modifier un contenu, post c'est quand on veut ajouter un contenu et get c'est quand on veut récupérer une information. Donc par défaut toutes les pages sont en get. Si vous regardez au niveau du network de votre inspecteur, vous voyez toutes les ressources sont en get. Sauf évidemment cette page qui a été postée, donc qui l'a en post, mais globalement la méthode c'est vraiment put en fait. Voilà. Donc ça c'était un petit détail mais ça a son importance. Donc ici, hop, je retourne sur mon page contrôleur. Alors je vais fermer un petit peu tout ce que j'avais ouvert et je vais réouvrir juste page edit. Voilà, donc au niveau de mon truc, je teste si des données ont été postées. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir faire ma sauvegarde. Alors pour savoir où sauvegarder, ce que je vais faire ici, je vais envoyer aussi l'id. Donc ici, je vais faire echo this form input et là, je vais envoyer l'id. Donc automatiquement, lui, il sait que l'id c'est une clé primaire, donc il n'y a rien à faire de précis. Ça ne va pas du tout changer le formulaire. Si vous actualisez, normalement, le formulaire ne change pas, mais automatiquement, il saura que c'est un système caché. Donc ici, j'ai mon titre, j'ai mon URL et j'ai mes informations. Donc maintenant, j'envoie et je vais modifier une petite valeur ici en mettant un petit S. Donc j'ai besoin de faire cet update. Mais l'update, c'est très simple. Je fais this, post, save et je récupère directement les données. Donc là, je fais absolument aucun traitement. Ça peut être dangereux, mais vu que je suis que sur une interface d'administration, il n'y a pas trop de risques. L'administrateur, il n'aurait aucun intérêt à hacker son propre site. Du coup, ici, je peux mettre ces informations-là. Donc là, je mets un petit message pour préciser que tout a bien fonctionné. Donc, le contenu a bien été modifié. Et ensuite, ici, je vais mettre le message en notification. Donc, un petit message de succès. Et une fois qu'on a fini, tout simplement, je vais renvoyer l'utilisateur vers la liste. Donc ici, je mets redirect. Et je redirige vers l'action qui s'appelle index. Action. Index. Et automatiquement, ça gardera le préfixe admin et le contrôleur page. Donc ici, je resoumets mes informations, donc c'est page avec un S, et vous voyez bien que ces informations ont été modifiées. Donc on va en profiter pour gérer 2-3 trucs tant qu'on y est. Et on va finir avec ce chapitre sur la gestion des pages. Donc ici, j'ai mon titre, j'ai mon URL et mon contenu. Que se passe-t-il si la personne n'envoie pas d'URL? Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser le before save. Donc le before save me permet de faire un petit comportement avant de soumettre les données. Donc au niveau de mon modèle post, je vais créer cette fonction. Pour la créer, c'est public function before save. Ça ne prend aucun paramètre
Et cette fonction, elle retourne true s'il n'y a pas eu de problème et elle retourne false s'il y en a eu. Donc nous, il n'y aura pas de problème. Et directement, on va pouvoir tester les données. Donc les données, on les trouve, vous voyez, c'est pas directement passé en argument, mais on les trouve dans l'objet. Donc c'est dans this data. Donc là, pour tester les valeurs, je vais faire un petit debug pour voir si j'ai bien mes infos qui sont postées et je vais faire un die. Donc ici, j'actualise ma page, je supprime ce champ-là et je clique sur envoyer. Donc là, vous voyez bien que mon die fonctionne et je m'arrête là. Donc le problème, c'est ce slug-là. Ce slug n'étant pas rempli, moi j'aimerais bien automatiquement le deviner à partir de ce système-là. Mais c'est très simple, avec CakePHP, on a une classe qui s'appelle Inflector qui nous permet automatiquement de gérer et de générer en fait le slug depuis une chaîne de caractères. Donc c'est une fonction qui est plutôt pratique. Donc comment elle fonctionne? C'est très simple, vous avez juste à faire Inflector de point slug, c'est une classe statique, et de mettre votre chaîne de caractères. Voilà, donc on va voir juste après comment l'utiliser. Donc on doit l'utiliser seulement si on essaie de sauvegarder des informations et qu'on a le titre qui n'est pas vide, mais qu'on a le slug qui est vide. Donc ici, if empty this-data post slug. Donc le slug est vide, mais il est défini. Donc et iset this-data post slug. Parce que le empty ne nous donne pas l'existence en fait. Le truc peut être empty parce que tout simplement la variable n'a pas été définie. Donc là on va s'assurer qu'il y a bien une variable qui a été envoyée et qui est vide. Et de la même façon on a le titre qui est défini et qui n'est pas vide. Donc ici on peut mettre juste un différent de empty, this-data post title. Donc merci à la personne d'ailleurs, ou là c'est name, qui m'a dit que empty testait l'existence, je ne le savais pas. Donc là du coup ça me permet de gagner un petit peu de temps. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans les data le slug automatiquement. Donc on va mettre this data post slug. Et le slug, ça sera string to lower. Donc en minuscule, le slug du titre. Et le titre, c'est this data post name. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses, mais si vous suivez la logique, ça vient quasiment tout seul. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Et automatiquement, si après je fais un petit debug this, data et un petit die, normalement on devrait avoir notre petite URL qui s'est bien formée toute seule. Donc j'actualise. Et vous voyez qu'ici, on a notre slug. Mais notre slug, nous on le voudrait avec des tirets. Pas de problème. Au niveau de ce paramètre-là, on peut mettre en second argument le séparateur. Et nous, le séparateur, c'est un tiret et non pas un underscore. Donc si j'actualise, vous voyez que maintenant, mon slug est parfait. Donc je peux supprimer ce data et ce die. Et maintenant, si l'utilisateur envoie les informations, automatiquement, si j'aurais edit, vous voyez que le slug s'est automatiquement formé. Autre problème, c'est que se passe-t-il si l'utilisateur nous met n'importe quoi dans le slug? Par exemple, un espace et envoie. Mais là, actuellement, ça va fonctionner. Vous voyez que quand je reviens, mon espace a été validé. Il faudrait que j'ai des petits messages d'erreur pour dire non, ça ne peut pas fonctionner. Donc comment je fais ça? Tout simplement ici, j'enlève déjà le debug. Je vais faire des règles de validation. Alors pour faire des règles de validation, c'est relativement simple. Il faut créer une variable publique. Ici, public, function. Et cette variable publique va s'appeler validate et va contenir toutes nos règles de validation. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas public function, désolé, c'est validate. Validate, voilà. Et ça contiendra des règles de validation pour chacun de nos champs. Donc là, on va mettre pour le champ slug. Donc pour le champ slug, hop, la règle, c'est une expression régulière parce que ça ne correspond à rien que CakePHP connaisse déjà. Parce qu'il y a des règles prédéfinies comme email par exemple. Donc là, moi, malheureusement, ça ne correspond à rien, donc je fais une petite expression régulière. Mais rassurez-vous, rien de compliqué. Je veux globalement que ce soit seulement des caractères alphanumériques répétés plusieurs fois. Mais ça peut aussi contenir des tirets. Donc ça, c'est pour la règle. Ensuite, il faut, est-ce que le champ, j'autorise qu'il soit vide ou pas? Donc là, je mets hello empty à true parce que si je mets pas ça, ça n'autorisera pas les champs vides. Mais moi, j'autorise les champs vides vu que j'ai cette petite règle qui automatiquement créera le slug. Donc là, je mets hello empty à true pour autoriser les informations qui ne seraient pas rentrées. Et après, le message d'erreur. Ici, le message, ça serait le slug, l'URL. Je vais mettre ça entre double guillemets pour pas avoir de problème. L'URL n'est pas valide. Voilà, donc là, je peux
passer la ligne et faire d'autres champs. Donc par exemple, dire qu'il faut à tout prix un titre. Donc là, au niveau du name, hop, de la même façon, on est parti. Je peux mettre ici rule, donc la règle. Alors, je ne sais pas du tout le prononcer en anglais, je m'excuse. Et la règle, ça serait not empty. Donc on n'autorise pas la soumission de champs non remplis. Et là, de la même façon, hop, il faut un petit message d'erreur. Donc ça, pareil, hein, si vous aviez utilisé le cake bake, automatiquement, ça vous permet de l'écrire à la volée. Là, c'est un petit peu plus chiant à taper, certes, mais au moins, vous comprenez bien comment ça fonctionne. Donc là, c'est vous devez préciser, qu'est-ce que j'allais dire, un titre. Voilà, bon, je suis nul en message d'erreur, mais vous avez l'idée. Donc maintenant, si j'actualise ma page, je clique sur envoyer, mais j'ai besoin de tester si ça a été validé ou pas. Donc là, au niveau de mon page contrôleur, le save, il retourne true s'il n'y a pas de problème, il retourne false sinon. Et automatiquement, si les règles de validation ne sont pas faites, il s'arrête. Donc là, c'est très simple, on a juste à faire un if. Si les données sont sauvegardées, dans ce cas-là, on fait notre petite redirection et notre petit flash. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? On le redirige et on le laisse sur l'action courante. Donc ici, tout ça, là, la phase de récupération, on la met plutôt dans un else. Donc si aucune donnée n'est postée. Donc si maintenant j'actualise avec cette erreur à ce niveau-là, j'envoie, vous voyez que j'ai mon petit problème. Alors par contre, ma règle de validation n'est pas bonne, alors je vais la retester. C'est sûrement parce qu'il faut mettre des slash au début et avant l'expression régulière. Ici, je vais mettre le signe de début et de fin. Alors ça devrait fonctionner, je pense, là ce coup-ci. Parce que dans le preg-match, en fait, il injecte directement cette règle-là. Donc là, je reteste, je mets un espace, je clique sur envoyer, et là, vous voyez bien qu'il me dit l'erreur n'est pas valide. Donc de la même façon, au niveau de l'HTML, il a rajouté des classes qui ne correspondent absolument pas à celles du bootstrap de Twitter. Donc hop, encore une fois, je l'ai fermé la page comme un débile. Mais ici, hop, si je vais sur Forms, vous voyez que normalement, c'est plus joli. Donc là, je vais en profiter pour modifier les informations et mettre des messages d'erreur un petit peu plus classe. Donc là, c'est au niveau du clearfix, il rajoutait une classe error qui gérait tout ça. Donc là, hop, notre clearfix qui est normalement dans Forms, hop, qui était là, vous voyez que ça fonctionne bien. Hop, je vais chercher d'autres endroits où j'ai le clearfix. C'est .clearfix. Voilà, ici, vous voyez que la gestion des erreurs. Donc moi, c'était input. Et là, au lieu du help inline et du help block, qui sont en fait les messages d'erreur qu'on a juste après, même par défaut, CakePHP met des error message. Donc moi, c'est plutôt error message. Donc là, hop, error message. Voilà, donc je teste un petit coup, je reclique sur envoyer. Vous voyez que maintenant le message d'erreur est plus classe, mais par contre ce système de message pas encore idéal. Là, tout simplement, ce que je vais chercher l'action qui correspond à ça. Voilà. Et rajouter le error message dedans. Hop, point error. Message. Et par défaut, je veux qu'il soit inline. Donc là, on va le mettre ici. Ici, le problème, c'est que c'est une div et pas une span. Donc c'est ce qui pose problème. Donc là, je mets display de point inline. Pour forcer en fait ce positionnement pour le cas d'une div. Et dans ce cas-là, vous allez voir, voilà, notre petite erreur s'affiche bien à droite. Mais le problème, c'est que lorsque je sélectionne mon erreur, ça reste rouge. C'est-à-dire que s'il corrige l'erreur, il va toujours avoir l'erreur qui est autour. Donc ça, c'est pas forcément super sexy. Donc on va rajouter une petite surcouche de JS. Donc je vais rajouter un nouveau fichier JS. Donc je vais dans JS et je crée un nouveau fichier que je vais appeler main.js. Ou admin plutôt, vu que ce sera toutes les règles de l'administration. Donc là, dans mon fichier JS, j'y mets juste que dès que je sélectionne un champ qui est enfant d'un input qui a une erreur, dans ce cas-là, je cache cette erreur-là. Donc on est reparti. J'attends que jQuery soit bien chargé en faisant jQuery function et à l'intérieur je mets l'alias pour jQuery. Donc ça c'est pour éviter si jamais après je mets jQuery en mode no conflict, si j'utilise d'autres librairies, d'avoir des problèmes. Donc ici, lorsque je sélectionne un input qui est la classe error, donc .input, .error, et que je sélectionne un champ, mais ça peut être aussi un text area, donc hop, je mets un text area aussi. Point focus, donc dès que je détecte le focus, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, je prends l'élément, je trouve l'élément parent. L'élément parent, c'est l'élément qui est la classe input, ça tombe bien.
Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui retirer remove class error. Et automatiquement, du coup, ça retirera la classe. Donc le problème, c'est que ce fichier n'est pas chargé. Donc au niveau de mon admin.ctp, je vais charger cette classe-là. Donc je vais la charger juste après jQuery tout en bas, en utilisant mon petit helper HTML qui me permet de gagner du temps. Donc là, je mets admin et c'est tout. Donc si j'actualise, mais j'ai toujours mon erreur et quand je clique, vous voyez que le message disparaît. Et j'aimerais bien que ce message disparaisse aussi. Donc là, je vais mettre juste un petit fade out. Donc au niveau de admin.js, je mets this.parent .find, je sélectionne le error-message et là je le remove tout simplement du code HTML. Bon, carrément ça sera plus brut comme animation, il n'y aura pas d'animation mais au moins ça sera clair. Donc là j'arrive, j'ai une petite erreur, je clique, je corrige mon erreur et je renvoie. Donc, si je laisse tout vide, hop, je vais avoir une erreur au niveau de mon premier champ. Donc ici, on va mettre mon premier titre et je ne remplis pas le champ URL. Et automatiquement, vous allez voir qui s'est bien rempli et j'ai pas eu d'erreur. Donc voilà, ça fonctionne bien. Maintenant, on va gérer l'ajout de contenu et on aura fini avec cette partie. Et dans la prochaine partie, on verra comment mettre en place ici plutôt un éditeur visuel. Donc ici, au niveau de mon système de page, il me faudrait un petit bouton pour ajouter un contenu. Donc je vais le mettre avant ou après le tableau. Carrément, voilà. Donc ici, je retourne sur mon admin index, admin index. Et juste après le tableau, juste après la pagine, allez, juste avant, on se décide. Je mets un petit paragraphe et ici j'y mets un petit lien où ça va être ajouter une page. Et au niveau de l'action, ça sera edit. Donc là, vous vous dites c'est bizarre, c'est l'action qui sert déjà à éditer. En fait, cette action, elle peut avoir un double emploi. C'est-à-dire qu'ici, lorsque je vais cliquer sur ajouter, d'ailleurs je vais lui mettre une petite classe pour que ça soit plus joli. Donc je précise un troisième argument qui est la classe btn primary. Donc bouton primaire. Et là, automatiquement, si j'actualise, voilà, le bouton est plus joli. Donc je clique sur ajouter. Et vous voyez qu'automatiquement, lui, il attendait l'idée. Mais ce que je vais faire, je vais lui dire, l'idée n'est pas nécessaire. Donc dans le admin edit, ici, je vais mettre que l'idée peut être définie à nul. Du coup, le read, il ne faut pas qu'il fasse si l'idée est égale à nul. Donc else if idée. Donc si l'idée est définie, dans ce cas-là, tu fais la lecture, sinon rien. Dans ce cas-là, je vais arriver sur un formulaire qui est vide. Et ce formulaire, au niveau du champ ID, qui est je ne sais plus où, voilà, ce champ est vide. Vous voyez que je n'ai pas d'information. Tout simplement, au moment du save, vu qu'il ne trouve pas d'idée, il fera plutôt un insert au lieu d'un update. Donc j'essaie, je mets mon second contenu. L'URL, je mets mon URL. Ouais, je ne mets même pas d'URL. Et je mets ici mon contenu. Et je clique sur envoyer. Là, vous voyez qu'il ne s'est absolument rien passé. Pourquoi? Tout simplement parce que le this request is put teste si on a essayé de modifier un contenu. Or là, on est dans une action de post plutôt, qui essaie d'ajouter un contenu. Donc là, on met où this request is post. Comme ça, on teste aussi le cas où on veut insérer. Voilà, comme ça, on a nos deux tests. Donc je sauvegarde, je clique ici sur envoyer. Et ce coup-ci, vous voyez que ça me redirige bien vers notre page d'accueil, où il me dit que le contenu a bien été ajouté, mais je ne le vois pas. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'au niveau de phpMyAdmin, si vous regardez votre contenu, il y est bien, mais au niveau du type, il n'a rien mis. Alors qu'il devrait mettre par défaut type post. Là, dans ce cas-là, pas de problème. Alors, ce que je vais faire, je vais modifier ici. Alors, c'est pas post, c'est page. Je raconte n'importe quoi. Tout simplement, je vais mettre ce champ en champ caché. Donc ici, au niveau de admin edit, je rajoute un champ, comme idée, qui s'appelle type. Sauf que là, je vais avoir besoin de préciser une valeur. Donc array value égale page. Et ici, je mets type égale hidden. Donc pour pouvoir le cacher. Donc si j'actualise, ou plutôt si je clique, déjà si j'actualise pour que vous voyez, j'ai bien mon second contenu. Je clique sur ajouter une page. Je mets ici mon troisième titre, du coup, troisième titre. Et ici, en URL, je vais mettre rien. Et au niveau de mon contenu, je vais mettre mon troisième contenu. Et je clique sur envoyer. Donc là, vous voyez que j'ai bien mon contenu. J'ai juste un dernier petit truc, c'est le champ hors ligne. Là, actuellement, je ne peux pas mettre mes contenus en ligne ou hors ligne. Je vais créer une petite checkbox.
Donc là, au niveau de mes inputs, je recrée un autre champ que j'appelle en ligne, que j'appelle online, vu que ça correspond au champ online, et le label, ça sera en ligne, point d'interrogation. Et automatiquement, rien d'autre à faire. CakePHP sait que c'est un booléen, sait que c'est un entier d'une seule valeur, et du coup met automatiquement un checkbox. Et là, vous voyez, j'ai juste à cocher cette checkbox, et automatiquement, si j'envoie mon contenu, il mettra ce contenu en ligne. De la même façon, j'édite le contenu numéro 3, et je le mets aussi en ligne. Voilà. Et si je regarde au niveau de ma base de données, les informations qui sont stockées sont bonnes et la date de création correspond bien à la date à laquelle je suis en train de parler. Donc ici c'est 21h06, donc il est un petit peu tard. Donc voilà, là vous voyez, on a géré bien le système de page. Donc si maintenant j'ai besoin de retourner sur le site, j'ai pas de lien, hein, donc je vais me créer un petit lien avant de finir. Je vais aller sur admin.ctp et là j'ai besoin de créer un petit lien pour aller à l'accueil. Pour aller à l'accueil, ici, hop, je crée un nouveau LI qui va s'appeler voir le site. Voir le site. Et là, je ne vais pas préciser un tableau au niveau de l'URL, mais je vais préciser carrément la racine. Ça me permettra d'éviter de perdre du temps. Hop. Vu que je sais qu'à la racine, c'est forcément une page publique. Et ici, j'actualise, je clique sur voir le site. Et vous voyez que j'ai mes différents contenus. Et à chaque fois que je clique, je vois que j'ai bien mon contenu. Hop. Donc voilà, on a fini pour la gestion basique des contenus. Donc là, vous voyez qu'en quelques minutes, on a créé à la fois un système qui permet de voir les différentes pages et à la fois un système qui permet de gérer l'administration et de gérer les différentes pages. Donc on peut en modifier, en supprimer, on peut les mettre en ligne, hors ligne avec juste une petite checkbox et on peut du coup gérer nos contenus. Donc dans le prochain tutoriel, on va voir comment mettre en place un système de TinyMCE, donc qui est un éditeur visuel qui nous permettra d'éditer notre contenu de manière beaucoup plus simple. C'est-à-dire qu'on n'aura pas à taper dans ce champ-là du contenu HTML. Donc on verra justement comment mettre en place ce TinyMCE, on verra comment mettre en place par la même occasion un gestionnaire de médias. Donc voilà, rendez-vous au prochain tutoriel.